Alors la caméra embarquée, c'est rien moins qu'une caméra, un peu comme une caméra sportive, que l'on installe sur son vélo, dans sa voiture, dans un camion, et qui permet de filmer les déplacements là où on va. Le but de la caméra embarquée n'est pas forcément de faire de belles vidéos, mais de conserver la trace d'événements qui se sont produits pendant votre trajet et souvent juste avant un accident. Comme promis, aujourd'hui nous parlons de la dashcam, de la caméra embarquée. C'est un dispositif qui vise à améliorer la sécurité des différents usagers. C'est un dispositif qui s'est beaucoup développé, notamment sur les véhicules automobiles dans certains pays, aux États-Unis, mais aussi en Russie, où ce dispositif est devenu quasiment obligatoire, imposé par les assurances. En France, le développement de la caméra embarquée a commencé vers 2015, où de 27 000 unités annuelles, nous sommes passés à environ 307 000 modèles vendus sur le marché. Ce développement s'est aussi accompagné d'un certain nombre de questions concernant la réglementation et on va donc aborder en premier ce sujet. Dans un deuxième temps, je vous parlerai de l'utilisation de la caméra sur le vélo, comment l'accrocher, quels peuvent être les choix de matériel que l'on peut faire, un certain nombre de contraintes à prendre en compte lorsqu'on utilise une caméra et je terminerai sur un retour d'expérience après environ 2 années d'utilisation, différents modèles utilisés et la mise en œuvre de la vidéo suite à un accident. Je vous dirai comment ça s'est passé et comment les données ont été prises en compte. En matière de réglementation, c'est relativement simple. Donc on distingue très nettement la vidéosurveillance de l'utilisation de la dashcam, ce qui autorise notamment l'utilisation de cette prise de vue sans autorisation préalable. Puisque d'une situation où on fixe de manière permanente et fixe, la dashcam effectue une prise de vue occasionnelle et dans des endroits bien différents. Il y a malgré tout sur le sujet 2 pans importants, le fait de filmer et le fait d'exploiter les informations que la caméra enregistre. Quand on parle d'image en France, nous sommes soumis à un certain nombre de règlements, le droit à l'image et les RGPD, 2 règlements qui sont relativement restrictifs lorsqu'on veut diffuser des informations en public. Dans la plupart des cas, ces images, on va les garder pour nous. Et dans ce cas-là, on rentre sous le coup d'une utilisation récréative et qui n'est donc pas contrainte. Une fois que nous sommes un peu plus au clair sur la réglementation et ce que l'on peut faire, on peut se poser la question du matériel que l'on va utiliser. Si on peut utiliser un smartphone, un appareil photo ou un autre équipement de captation d'images. Alors le smartphone, on le met un peu à toutes les sauces. Le smartphone permet de filmer dans des conditions très bonnes. On a des stabilisations, on a des capacités de mémoire qui sont aussi importantes. En revanche, le smartphone a un gros inconvénient, c'est sa fragilité. Et surtout, on a quand même quelques difficultés pour le fixer de manière performante sur soi ou même sur le vélo. Ce n'est pas forcément la solution qui est à privilégier. On a aussi une résistance aux conditions climatiques qui n'est pas forcément très bonne. Mettez un smartphone en plein soleil et vous verrez ce qui se passe. Ce n'est pas forcément très positif. Alors, la deuxième question qu'on peut se poser, c'est si on peut utiliser un appareil photo pour filmer nos déplacements. Pourquoi pas? On a quand même pas mal de modèles étanches qui existent, résistants au choc. Olympus s'est fait un grand spécialiste de ce genre d'appareil qui propose aussi des capacités vidéo plutôt intéressantes aujourd'hui. On a même jusqu'à de la 4K sur certains modèles. Pour autant, on va se retrouver face à une difficulté puisque ces appareils ont des capacités pour filmer limitées. Limitées en temps, tout simplement parce que on a une réglementation qui court depuis des années sur les caméras et sur les appareils photo qui font que si les fabricants ne souscrivent pas une licence particulière, les appareils photo doivent être limités en capacité
lorsqu'il filme. Et donc dans notre cas, c'est vraiment un frein. On va être limité la plupart du temps à 30 minutes de vidéo. Et donc on va éviter de se rajouter d'office une contrainte qui va être compliquée à être gérée. Il reste donc une troisième solution, c'est d'utiliser une caméra. Alors les caméras, on ne va pas prendre le caméscope de papa, on va plutôt prendre des caméras qui sont adaptées à filmer de l'action. Pourquoi filmer de l'action? Tout simplement parce qu'on va avoir non seulement des accroches qui vont être prévues, on va avoir probablement des capacités aussi de champ plutôt larges qui vont permettre de capter le maximum d'informations. Et dans les modèles les plus récents, des stabilisations intégrées, qu'elles soient mécaniques ou logicielles, qui vont grandement améliorer la prise de vue. Sur notre vélo, on va se poser légitimement la question de l'endroit le plus approprié pour fixer notre caméra. Pour cela, on a deux choses qui doivent rentrer en ligne de compte lorsqu'on va faire notre choix. La première chose, c'est les caractéristiques de notre caméra, de son champ de vision. Ça va permettre de voir la zone qui va pouvoir être enregistrée par votre caméra lorsque vous allez vous déplacer. En fonction de ce champ de vision, qui souvent est au maximum de 150 degrés, autant dire un peu moins que la moitié de votre vélo lorsqu'il se déplace sur la voie publique. Le premier support naturel, c'est le corps, et il existe un certain nombre de harnais ou même de fixations qui permettent de fixer une caméra, soit directement sur sa poitrine, soit sur les anses de notre sac à dos, ou même sur un casque. Cette position sur le corps est quelque chose qui est assez courant. On voit pas mal de cyclistes qui sont équipés de cette façon-là. Cette position a des avantages et des inconvénients. Le premier avantage est de permettre une stabilisation naturelle de la caméra, puisque le corps il va absorber les imperfections de la route. Et si votre caméra n'est pas équipée d'une stabilisation numérique ou mécanique, ça va permettre aussi d'avoir des images un petit peu plus nettes. Cette position a quelques inconvénients en cas de chute. En fonction de l'endroit où vous allez fixer votre caméra, ça pourra être soit un élément contendant qui peut vous blesser, soit une façon aussi de détériorer votre caméra si vous tombez sur la caméra, et à juste titre, ça peut arriver. L'autre position que l'on peut trouver aussi naturellement, c'est d'installer la caméra directement sur le vélo. L'avantage du vélo, c'est que l'on a effectivement pas mal de points d'accroche possibles. Non seulement déjà naturellement, on a le guidon, le cadre, la selle et potentiellement un porte-bagages si vous en avez. Ce sont des points d'accroche qui peuvent être facilement utilisables. À chacun de ces points d'accroche, on a là aussi des avantages et des inconvénients. Le premier point d'accroche, c'est le guidon. Le guidon est une zone qui permet de fixer très facilement une caméra à l'aide d'un adaptateur pour tube. Il existe pas mal de modèles sur le marché. Je ferai une vidéo très prochainement pour traiter des supports de caméra sur les vélos. On en parlera à ce moment donné. Là aussi, on peut trouver un certain nombre de variations en reculant légèrement la caméra et en mettant sur le sommet de la tronche. On a souvent une petite rondelle qui se dévisse et qui permet de fixer là aussi un support de caméra très facilement. On a la potence qui permet également de fixer un support. Et si vous avez un compteur, il existe des supports de compteur qui ont une double accroche, à la fois pour le compteur, mais également pour une lumière ou pour une caméra. Ça peut être aussi une solution pour installer de manière assez sécure une caméra sur l'avant. Vers l'arrière, on a donc deux accroches principales. La première, c'est la selle. Grâce aux différentes tiges qui supportent la selle, il existe des adaptateurs que l'on peut accrocher directement sous la selle. On en trouve un certain nombre qui permettent également de fixer des lumières. Sur le même principe, on va pouvoir fixer une caméra à cet endroit-là. On a une variante directement sur le porte-bagages, mais dans ce cas-là, on va avoir une vision qui est orientée vraiment sur l'arrière, et c'est pas forcément, dans notre cas, la position vraiment la plus adaptée lorsqu'on veut avoir une vision d'ensemble. Que si votre caméra est plutôt orientée vers l'avant, dans ce cas-là, vous allez pouvoir voir le comportement de votre agresseur, entre guillemets, après l'accident, et notamment constater un délit de fuite si on a un, et ça c'est vraiment important, c'est plus important presque que de voir le choc par l'arrière,
puisque au final, c'est ça qui va conditionner l'ensemble des démarches que vous pourrez réaliser après coup. Cet exercice, on le fait aussi bien lorsqu'on a une caméra classique que lorsqu'on a une caméra 360 degrés. Le développement de la caméra 360 degrés est vraiment un gros plus d'une approche dashcam. Pourquoi c'est un gros plus? Parce que là où on pouvait être limité à un champ d'environ 130, 140, 150 degrés, autant dire vraiment qu'une portion de la zone sur laquelle vous vous trouvez, la caméra 360 degrés, si elle est positionnée judicieusement, on va pouvoir avoir un champ de vision quasiment panoramique qui va entourer le cycliste. Et notamment, si on positionne la caméra juste vers l'avant, vous allez avoir bien entendu, qu'avec une caméra classique, votre champ de vision vers l'avant, mais également vous allez pouvoir vous filmer vous-même et les événements qui vont se produire par l'arrière. Bon, il ne faut pas négliger le fait que le corps humain va réduire légèrement le champ. On ne va pas être à 360 degrés exactement, puisque forcément vous allez boucher une partie de ce qui est filmé par la caméra. On va avoir les approches des automobilistes par la gauche. On va pouvoir voir s'il y a une porte qui s'est ouverte au moment de votre passage. On va avoir beaucoup plus d'informations en cas de problème avec ce type de caméra. Alors là, avec une caméra 360 degrés, on a 3 grosses possibilités d'utilisation, soit vers l'avant sur le guidon ou un extender, soit à l'arrière, aussi bien sous la selle que sur le porte-bagages. Dans ce cas-là, on a un champ de vision qui est plutôt très bon, ou directement sur le casque. Vous l'aurez compris, en fonction du type de caméra, de son champ de vision, de ses caractéristiques, notamment de stabilisation, ça va vous orienter vers telle ou telle solution d'accroche. Il n'y a pas une solution d'accroche, il existe plusieurs solutions et qui à chaque fois sont adaptées non seulement aux caractéristiques de votre matériel, mais également à ce que vous voulez faire vous-même. Alors une fois que notre caméra est installée, une fois qu'on a choisi notre caméra, on va avoir à gérer au quotidien un certain nombre de contraintes qui sont des contraintes avant tout techniques. Utiliser une caméra, c'est aussi faire en sorte qu'elle filme quand on en a besoin, qui stocke les vidéos quand on en a besoin, et donc on va avoir l'autonomie à gérer et le stockage à gérer. Avant d'avoir ces deux éléments à traiter, on va déjà parler de la définition d'enregistrement que l'on va configurer sur notre caméra. Les modèles récents exploitent pour la majorité de la 4K, c'est un niveau de définition qui est très important, qui permet de stocker beaucoup d'informations, mais qui reste dans l'ensemble assez gourmand en énergie et en capacité de stockage. Dans notre cas, on va vouloir une fiabilité dans l'enregistrement et puis une durée de prise de vue quand même plus ou moins longue, sans avoir besoin de changer tout le temps la batterie. Ce qui veut dire qu'il va falloir jouer avec les différents modes qui sont proposés par votre caméra. Alors la plupart du temps, sur les derniers modèles, on a des choix entre la 4K, la 2,7K, le 1080p, et parfois d'autres modes intermédiaires ou encore inférieurs. Il va falloir trouver le meilleur compromis. De manière pratique, le bon compromis aujourd'hui qui permet non seulement d'avoir une richesse d'enregistrement, mais également un besoin en stockage plus faible, et la plupart du temps le 1080p pour l'utilisation en qualité de caméra embarquée dashcam et le mode d'enregistrement qui est le plus cohérent. C'est dans ce mode-là que les capacités de stabilisation, lorsqu'ils sont intégrés à la caméra, sont les plus performants. C'est aussi dans ce mode-là que la consommation énergétique est plutôt performante. C'est dans ce mode-là aussi où on a, en termes de stockage, des contraintes plus faibles. Des contraintes plus faibles tout simplement parce que vos vidéos vont prendre moins de place. Concernant les batteries, on va essayer d'optimiser notre capacité en choisissant les modes, comme je viens de le dire, mais également il va falloir faire en sorte d'avoir toujours un peu de spare dans le cas où la batterie s'épuise pour pouvoir soit terminer notre trajet ou même assurer le trajet retour. Concernant le stockage, il est assez opportun d'utiliser différentes cartes mémoire par rotation pour optimiser l'usure des cartes mémoire, mais faire en sorte qu'on ait une rotation qui soit régulière et qui permette de garder quelques vidéos des jours précédents. Une fois qu'on arrive
à la rotation, on efface la carte mémoire et puis on poursuit l'enregistrement d'une manière naturelle. L'important est vraiment d'arriver à non seulement à une fiabilité d'enregistrement, mais également à une routine qui permet de gérer de manière à peu près transparente notre caméra, de poursuivre les enregistrements sans trop se poser de questions. Au bout de quelques semaines, vous allez vous rendre compte que vous allez comprendre le fonctionnement de la caméra, comment l'exploiter au mieux en fonction de vos besoins. Dans mon cas, l'utilisation de la caméra s'est faite en plusieurs étapes. La première en utilisant la caméra que j'avais, c'était une GoPro Hero 4 Black qui n'était pas stabilisée. Sa mise en œuvre a permis de voir non seulement les endroits où je pouvais la fixer sur mon vélo, mais également comment bien gérer l'autonomie et puis gérer le recyclage des cartes mémoire. Ça, c'est le premier pas qui sont importants. Mais également trouver la meilleure façon de préserver la caméra et de la protéger en fonction du matériel que vous avez. Les solutions peuvent différer. Mais très vite, compte tenu de la qualité des images qui étaient produites, ma caméra a été fixée sur le guidon et donc en prise avec toutes les vibrations de la voie publique. Je suis passé à la GoPro Hero 7 Black qui disposait d'une stabilisation intégrée et qui était au moment où je l'ai acheté parmi les meilleurs modèles qui proposaient cette fonctionnalité. Dès lors, l'utilisation a été grandement améliorée et j'ai pu capter des images intéressantes à la fois pour remonter des problèmes de voie publique et de créer des cyclofiches, mais aussi pouvoir avoir les images de situation que je pouvais repousser vers les collectivités, entreprises ou personnes qui m'avaient mis soit en danger ou avaient eu un comportement qui n'était pas adapté. Ces images ont permis déjà dans un premier temps de pouvoir confronter la régie publique de transport avec un comportement que j'avais constaté qui était régulier. Malheureusement, j'ai pas eu trop de retours. Il a fallu attendre 2021 et une publication sous Twitter pour avoir une première réaction. Mais très vite, c'est dans une situation d'accident que cette caméra m'a rendu un grand service. En avril 2019, je me suis fait renverser par quelqu'un qui m'a doublé par la droite, quelqu'un qui a estimé sur le moment que c'était moi qui étais en faute, dans une zone où finalement on ne peut pas doubler, mais il avait estimé autrement, et cette personne n'est pas restée sur la scène d'accident et est partie. J'ai effectué une plainte auprès de la police qui a pris en compte la vidéo et l'a joint au dossier. Je tiens d'ailleurs à les remercier pour l'énergie qu'ils ont pu mettre déjà pour pouvoir arriver à prendre en compte cette vidéo. J'aimerais bien que l'État puisse faire en sorte que la police ait vraiment des vrais moyens techniques. Et le dossier a suivi son cours. Il a fallu malgré tout 1 an pour que ça se résolve avec les indemnités minimum de prise en compte des blessures, des dégâts sur le vélo et puis du remplacement des pièces qui avaient été cassées. Le retour d'expérience est que non seulement les vidéos que vous avez filmées peuvent être utilisées dans le cadre d'une plainte, mais également que c'est vraiment un allié pour vous, surtout dans des situations où vous allez vous retrouver sans témoin déclaré et avec pour seule preuve vous-même. Ces deux situations m'ont permis aussi de constater que l'utilisation d'une vidéo linéaire ne répondait pas à l'ensemble des besoins que l'on a lorsque une situation d'accident se produit. Ça faisait déjà quelques mois que j'étais en train d'utiliser une caméra 360 degrés pour déjà comprendre son fonctionnement et voir ce qu'on pouvait en faire. Mais très vite, après cet accident, j'ai commencé à l'utiliser tous les jours pour justement capter un périmètre beaucoup plus important et faire en sorte que lorsqu'il y a une situation qui se présente, on puisse en avoir l'origine et la fin, et donc de bien comprendre un peu le déroulement des événements. C'est une seule caméra qui filme quasiment 360 degrés autour de vous. Comme vous l'avez compris, l'utilisation d'une caméra sur son vélo a différentes utilisations. C'est surtout quelque chose qui est dans l'ensemble très positif puisque ça permet de bien comprendre son comportement, de pouvoir l'ajuster, mais aussi de pouvoir avoir une compréhension du comportement des autres usagers. Pourquoi ils ont procédé de telle ou telle façon, peut-être est-ce en réaction avec notre propre comportement. Dans tous les cas, c'est également un point important pour mettre en lumière des problématiques importantes sur la voie publique, à la fois des problématiques qui vont vous toucher directement, mais également pour reporter des dysfonctionnements
Il existe des moyens comme la cyclofiche, j'en ai parlé dans une vidéo précédente, je vous mets le lien juste au-dessus. La caméra embarquée va pouvoir aussi, et je ne l'ai pas évoqué jusque-là, reporter des problèmes de voirie et pourra avoir facilement une photo sans même s'arrêter. Ça, c'est aussi un point qui est très important, qui convient vraiment de préciser, parce que c'est comme ça que la voie publique évolue, en faisant soi-même des rapports et pouvoir faire en sorte que la situation s'améliore. Alors je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Les commentaires sont les bienvenus. Le sujet est un sujet intéressant. Alors n'hésitez pas à mettre vos commentaires et relater vos expériences. Moi je vous dis simplement à bientôt. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a satisfait et à vous abonner.